Mon nom de famille, c'est Guénoun. C'est un nom qui est porté dans le Maghreb aussi bien par des juifs algériens, comme c'était le cas de ma famille, que par des gens qu'on dit musulmans, ou bien des supposés arabes au Maroc, et beaucoup de Kabyles. Voilà, ça c'est mon nom de famille. Mon prénom c'est Denis. Et voilà, je suis né en 1946, donc au moment où nous parlons, j'ai 75 ans. Je suis aussi peu alsacien que possible en apparence, mais j'espère que cet entretien nous permettra de nuancer cette affirmation. En 2 mots, j'ai eu principalement 2 vies professionnelles. Une dans le théâtre, qui m'a amené à être... à faire du théâtre comme comédien, comme metteur en scène, puis à créer une compagnie, l'Attroupement, puis être directeur de théâtre, en particulier à Reims, du Centre dramatique de Reims, et d'autres choses, à continuer à pratiquer le théâtre comme metteur en scène ou comme acteur, comme écrivain aussi, écrivain de théâtre. Ça, c'était un côté. Puis une vie universitaire, par ailleurs, qui m'a conduit à enseigner successivement, d'abord en lycée, puis à l'université de Strasbourg, en philosophie, dans le département de philosophie, puis à Nantes et à Rennes, et enfin à la Sorbonne, où bon, là, j'ai été professeur pendant 13 ans, et dont je suis maintenant professeur émérite à la Sorbonne Université. L'Alsace en général, et principalement Strasbourg, mais pas seulement, ça a été, et je pense que ça reste très très important dans mon histoire personnelle. J'y ai vécu à 3 périodes de quelques années chaque fois, qui ont été des périodes très importantes, pour des raisons aussi bien personnelles que professionnelles, avec des événements extrêmement marquants. Et même avant cela, puisque la première de ces périodes, j'avais environ 22 ans, en effet, en Algérie, où je suis né, il y a eu au moins 2, mais il y en a eu d'autres, je suis sûr, 2 présences d'Alsaciens qui ont eu une importance très forte. D'abord, j'ai remarqué, mais je l'ai su après coup, que parmi mes maîtres de l'école primaire, donc sur 5 années d'école primaire, il y avait 3 maîtres qui étaient alsaciens, ou d'origine alsacienne. Je ne savais pas qu'ils étaient alsaciens. Je crois que je l'ai su à la fin de l'école pour l'un d'entre eux seulement. Et je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. 2 frères, Hermann, et un maître de petite classe qui s'appelait M. Reinig. Il y avait beaucoup d'Alsaciens en Algérie, pour des raisons qui sont connues. Je crois que dans la culture de l'enfance, l'Alsace était présente seulement par la littérature. Et, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y avait cette affaire, c'est un conte, c'est de qui? D'Alphonse Daudet, je ne sais plus, la dernière classe, quelque chose comme ça, l'histoire de la dernière leçon d'un maître qui devait abandonner ses élèves au moment de la partition, enfin de l'annexion de l'Alsace. Voilà, c'était un épisode historique que je connaissais un peu, comme on connaît l'histoire à cet âge-là, mais pas plus. J'étais enfant ou adolescent, c'était un morceau de France. On avait la carte de France, il y avait l'Alsace et Strasbourg dedans. On ne pensait même pas tellement. C'est en arrivant ici que j'ai ressenti la richesse prodigieuse de cette expérience historique dans sa complexité. Quand j'entends un Alsacien parler alsacien, j'entends bien que ce n'est pas la même chose que tel ou tel accent venu d'Allemagne, ou telle prononciation venue d'Allemagne. L'existence d'une culture spécifiquement alsacienne, je la connaissais moins. Pour être très sincère, je la connaissais moins. Je n'ai pas eu conscience du patrimoine historique et culturel de l'Alsace. Je dirais, c'est à peine si dans les années suivantes, j'ai appris l'existence d'un théâtre dialectal, par exemple, puisque j'ai fait du théâtre après, que je regardais avec énormément de sympathie, parce que c'était a priori quelque chose, c'était du théâtre populaire, et nous, moi j'avais cet a priori favorable au théâtre populaire, résolument, aux formes populaires du théâtre. Donc j'avais un a priori très favorable. Je connaissais l'existence du Parapluie, je connaissais l'existence de Germain Muller sans même savoir à l'époque que j'avais croisé son fils, je n'en savais rien, Dominique. Voilà, Bernard Bloch m'en parlait avec beaucoup de plaisir, parce que lui, quand il y allait,
C'était pour lui un énorme plaisir de joie, de rire et de théâtre, de communication directe entre la scène et l'auditoire. Voilà, mais je ne connaissais pas beaucoup d'autres choses. En fait, c'est beaucoup plus récent d'avoir découvert quelque chose comme ça. Les autres séjours à Strasbourg ont été très importants pour des raisons personnelles. Je m'y suis marié. Alors c'était dans le 3e séjour. Je m'y suis marié avec Paola Maratti, qui est italienne. Nous sommes mariés à la mairie de Strasbourg. C'est Catherine Trautmann qui nous a mariés. Nous avons eu une fille qui est née à Strasbourg et qui le revendique très fort, même si elle y a très peu vécu. Mais qui a forte conscience d'être née à Strasbourg et qui le dit très volontiers. Voilà. Il y a eu des choses comme ça qui étaient que j'étais attentif au fait d'être là. Mais je pense que, pour être très sincère, cela, en dehors de ce que j'ai dit, qui ne s'est jamais démenti, même dans les séjours suivants, sur la ville, à part que j'étais à Strasbourg, et sur la beauté incroyable de la ville. Enfin, je me promenais hier soir encore dans Strasbourg tard la nuit. Strasbourg a un charme particulier la nuit. C'est incroyable, quoi. Mais en dehors de cela, je veux dire que ce que j'ai cessé de vivre en permanence, de cette situation à Strasbourg, c'est le dialogue, conflictuel ou pas, entre la culture d'expression française et la culture d'expression allemande. Ça, c'était en particulier dans la philo, puisque le 3e séjour, j'étais enseignant à la faculté de philosophie à Strasbourg. Là, on le sentait très fortement. C'est-à-dire la présence, mais complexe, vous le savez mieux que moi, la présence complexe de la philosophie allemande à Strasbourg, complexe parce que portée souvent par des gens qui sont arrivés à Strasbourg justement dans ce mouvement d'après-guerre où de très grands intellectuels français sont venus enseigner à Strasbourg, en particulier en philosophie. Enfin, l'histoire philosophique de Strasbourg est inouïe, mais pas seulement du fait d'Alsaciens, hein, avec des gens qui pas du tout alsaciens, qui sont venus enseigner à Strasbourg et qui ont marqué la philosophie par leur enseignement et leurs écrits. Voilà, ça, je le sentais très fort. Ricoeur aussi, beaucoup d'autres, enfin, qui étaient là, qui sont difficiles à énumérer, et aussi ceux qui étaient encore présents et vivants et actifs quand nous étions là, et que Nancy et la Coulabart étaient de jeunes philosophes qui avaient choisi non seulement de venir à Strasbourg, mais d'y rester, comme vous savez, et d'y vivre et d'y travailler, alors qu'ils n'étaient pas alsaciens, même si la Coulabart était fascinée par l'Allemagne, et Nancy avait une pratique de la langue allemande forte. Mais il n'y a pas que ça, vous le savez aussi bien que moi. Il y a de l'autre côté, il y a Simmel aussi à Strasbourg, enseignant, vivant et mourant à Strasbourg, où, sauf erreur de ma part, il est même enterré. Et donc, il y a cette l'alternance des nationalités et le passage de la frontière d'un côté à l'autre du Rhin pendant un siècle a eu sur la vie intellectuelle des effets par moments dévastateurs, mais par moments incroyablement créatifs. Et comme la frontière franco-allemande dans l'histoire de l'Europe et dans l'histoire du monde est semblable à beaucoup d'autres frontières, mais n'est pas tout de même n'importe quelle frontière, parce que c'est sur cette tension-là que se sont jouées 3 guerres, au moins, pour ne pas remonter trop loin, mais dont 2 qui étaient mondiales, qui sont déclenchées là et qui étaient mondiales, ou qui se sont jouées sur ce terrain-là particulièrement. La tension franco-allemande, politique, économique, militaire, mais culturelle, est une tension qui a une résonance qui dépasse de beaucoup un simple problème de voisinage. Voilà. Et dont on est les héritiers en de tout autre lieu. Je pense que beaucoup de gens l'ont senti. Par exemple, Lévinas, qui n'était pas appelé à cela au départ, mais aussi beaucoup d'autres, qui n'avaient pas forcément d'attache alsacienne. Et c'est ce qui fait de cette histoire une histoire commune, très forte, très dense, et à mon avis, dont les enjeux dépassent de très loin
les gens qui en sont les porteurs éminents. Et moi, je voudrais qu'on n'oublie jamais que même de loin, que c'est pas seulement cette portée, mais que c'est aussi ce style, cette façon d'être, cette manière, comme disait Deleuze, cette manière d'être, cette manière, je le redis, qui touche à toutes sortes d'aspects de la vie et de la ville, et des villes, et et qui fait que quand on vit, on travaille ici, et quand on n'y vit pas et quand on y revient, on a un sentiment d'une résonance toute particulière.